Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Et ce soir, la rédaction accueille Gwenaël Varela de l'association Plage Propre. Bonsoir Gwenaël. Bonsoir. Alors comme l'indique le nom, nettoyer les plages, notamment celles qui sont inaccessibles en bateau, c'est la mission principale de votre association. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à Mayotte, il y a de quoi faire quand on sait à quel point les plages sont polluées. Mais aujourd'hui, vous vous sentez un peu seul, voire laissé pour compte. Vous nous direz pourquoi tout à l'heure dans ce journal. Avec nous également Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors avec vous, on ira du côté du conseil départemental et on va s'intéresser aux salaires que touchent les agents du département. Des salaires bien plus élevés que la moyenne. Vous nous aurez tout ça tout à l'heure. Mais d'abord, voici les titres de ce mercredi 9 mars. Face aux impôts et autres taxes de droit commun qui sont tombées en fin d'année dernière, beaucoup de citoyens du département se sont soulevés. C'est le cas de l'Union pour le renouveau de Mayotte, à l'origine d'une pétition qui a recueilli 14 000 signatures. Les explications dans votre journal. 3 325 €, c'est le salaire moyen des 2 760 agents travaillant pour le département. Les plus bas salaires dépassent de plus de 50% le plus haut salaire de la grille nationale. Une collectivité très généreuse avec ses agents, mais qu'en pense la population? Nous sommes partis à la rencontre des citoyens ce matin. Lors de la dernière séance plénière, 4 nouvelles associations ont fait l'objet d'une convention d'habilitation leur permettant de bénéficier des fonds européens dans le cadre de leur mission liée à la protection de l'enfance. Une délibération qui devrait permettre de mieux venir en aide à tous ces enfants en difficulté. Reportage. Rappelez-vous, c'était en fin d'année dernière, l'Union pour le renouveau de Mayotte avait lancé une pétition pour alerter face aux différents impôts de droit commun. Les taxes d'habitation et autres taxes foncières ont en effet saigné le budget des ménages mahorais. Mal préparé, la fiscalité de droit commun est tout simplement devenue confiscatoire. Ce matin, l'Union pour le renouveau de Mayotte s'est réunie pour faire le bilan des semaines de mobilisation. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Adèle Laurent. Le temps du décompte avait sonné ce matin. Les membres de l'Union pour le renouveau de Mayotte se sont rassemblés au 5-5 afin de faire le bilan suite à la pétition lancée il y a plusieurs semaines. Chiaboudine Ben Youssouf, à l'initiative du mouvement, nous en dit plus sur les raisons d'une telle pétition. Simplement parce qu'on vient d'avoir la départementalisation et que les institutionnels de Mayotte, que ce soit les départements ou les municipalités, ont agi comme si on avait un statut départemental depuis plusieurs siècles. On vient d'arriver, on est pauvre. Nous sommes la collectivité la plus pauvre de France avec 84% des gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Nous avons une habitude d'habiter chez soi même si on est pauvre avec notre petite cour. Cet habitat rentre dans les domaines culturels locaux et passer du jour au lendemain d'un système traditionnel sans préparation à un système de droit commun revient à piquer tous les terrains des personnes et à les mettre au service des gens qui ont de l'argent. La Cour des comptes a confirmé les propos tenus ce jour par le conseiller départemental de Mamoudzou. En effet, l'assiette fiscale est très mal répartie, au point que certains ménages sont aujourd'hui dans l'incapacité de s'acquitter de ces taxes. L'un des jeunes membres en charge de récolter les signatures explique le travail effectué pour les obtenir. Sur le terrain, c'était pas facile. Il y a des gens qui nous écartaient, il y a des gens qui étaient contents de savoir que pendant 30 ans, il ne faut pas payer de taxes d'habitation et d'impôts foncières. Donc ça n'a été pas facile, mais on a quand même récolté 14 602 signatures, c'est pas mal, quoi. C'est un petit pas pour Mayotte, mais sûrement ça va donner ses fruits d'ici quelques années, quoi. Pour Chiaboudine Ben Youssouf, ces 14 000 signatures, si elles sont positives, ne sont pas suffisantes. 14 000 signatures, c'est largement en dessous du potentiel. Parce qu'on n'avait pas de moyens pour sillonner l'île, on l'a fait, mais autant qu'on l'aurait souhaité pour avoir plus de 50 000 signatures. Bon, donc ça c'est un premier point, mais le message est passé dans tous les quartiers de Mayotte.
Bon. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on va attirer l'attention de nos parlementaires ici, de nos réseaux qui se trouvent à métropole, pour essayer de porter l'affaire le plus haut possible au sommet de l'État éventuellement, parce que nous nous trouvons dans une situation d'anticonstitutionnalité. Il n'y a que moins de 10% des gens qui payent pour 100% des gens qui habitent ici. Ça, c'est anormal, injuste et tout ce qu'on peut dire d'inéquitable. Injuste et confiscatoire, tout le monde s'accorde sur les termes. Quant à savoir quel impact aura cette pétition, affaire à suivre. À Mayotte, 40% du budget du département est consacré au paiement des salaires. Plus de 2700 personnes sont salariées au conseil départemental. Et après calcul, les agents toucheraient en moyenne 3 325 € par mois. Les plus bas salaires dépassent ainsi de 54% les plus hauts salaires de la grille nationale. Ce matin, la population a souhaité réagir à ces chiffres. Un reportage signé Shakila Youssouf et Leslie Vimné. Après la mise en place du nouvel organigramme du conseil départemental qui a été adopté lundi lors de la séance plénière extraordinaire, les salaires des agents ont été dévoilés. Chaque année, 40% du budget du département est consacré au paiement des salaires, alors que dans les autres départements français, cela n'excède pas 25 à 30%. Un budget énorme qui ne manque pas de faire réagir certains riverains. En fait, moi, j'aurais préféré que ces élus qui sont là, qui ont le pouvoir actuellement, qui se réveillent un peu, qui voient comme quoi il y a des gens qui ont péri pour que Mayotte soit ce qu'elle est aujourd'hui, et qui se disent comme quoi ils ne pensent pas qu'à leur propre intérêt, qui pensent aux intérêts de Mahorais. Parce que nous autres, nous qui venons de l'extérieur, on se dit pourquoi est-ce que les élus, par exemple, on parle de l'exemple de des pays voisins, surtout le département à côté, à La Réunion, eux, les élus se réveillent, se disent comme quoi non, mais on est là pour que notre département puisse évoluer. Quand on regarde chez nous ici, toutes les Mahorais aujourd'hui, ils disent comme quoi mieux vaut aller à l'extérieur parce que ça va pas. À ce moment, je crois que c'est de l'argent sale que ces gens-là ils gagnent. C'est de l'argent sale. Parce que nous autres, là, comme quoi on transpire, et eux, ils sont là, ils se tournent les pouces et ils gagnent 3 500 € par mois. Les niveaux de rémunération du personnel pratiqué localement est en effet beaucoup plus élevé que dans le reste du pays. Ainsi, selon la grille indiciaire en vigueur, un attaché directeur de la fonction publique territoriale en France est payé moitié moins qu'un attaché simple à Mayotte. Certains administrés ne peuvent s'empêcher de penser aux jeunes qui restent au bord de la route. Ne kamfano ya tupasa warenge wale kama wanataka ngomba ka wenu vaile jelo wakorenga wanatamba wako renforce ambao wanataka kufanya tinini formation sécurité au wafanya tinini mediateur wale wanataka ipar mwezi ipar wako para mana 200 € 250 tongozo za tofa de kula suku 3 milioni itia posho ni kaina tamana hapo ndio waongeza madeleka wao chefu wala wakatobuza wala mtu la riba ya hena mnyai weka kashitu. Moi, c'est vraiment, ça me choque, c'est révoltant d'attendre ça. Et pourtant, qu'il y a une possibilité aussi de prendre ce budget pour partager, pour les jeunes au moins, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dit qu'ils sont des délinquants, mais à vrai dire, ce n'est pas des délinquants, mais ils n'ont pas d'autre choix. Au lieu de prendre 3 000 € pour personne, moi, ça sera mieux pour faire une formation pour ces jeunes-là, même si on ne les paie rien. Au moins, ça leur permettra au moins pour l'avenir et cette somme-là de payer des formateurs. Le déficit du conseil départemental est actuellement estimé à 50 millions d'euros et ce n'est pas le recrutement de chargés de mission en contrat à durée déterminée qui réglera ce problème puisqu'il faudra les remplacer au terme de leurs 6 mois et ce d'une manière ou d'une autre. Alors Pierre, on l'a vu dans le reportage, des agents du conseil départemental plutôt bien payés et une population qui réagit assez vivement. Plutôt très très bien payé même, si on fait le comparatif avec la métropole, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'agents catégorie C à Mayotte, donc ni B ni A, catégorie C, donc le plus bas. En métropole, c'est à peu près 1 700 €. Là, on a un salaire moyen de 3 325 €, c'est énorme, c'est considérable, et c'est 40% aussi du budget du département. Et lorsqu'on sait aussi tout ce qui arrive pour le département, notamment le transfert des compétences dans beaucoup de domaines, on se dit que ça va quand même être compliqué
compliqué. Alors on le voit, il y a une réorganisation, mais elle ne touche pas justement elle modifie pas les salaires, parce que c'est très compliqué. Il y a beaucoup de gens qui sont en CDI, il y a beaucoup de CDD. Alors là, il va y avoir beaucoup de chargés de mission qui ont été 7 nouveaux chargés de mission. Alors on le sait, il y a eu 72 postes supprimés, 102 nouveaux postes là prochainement, dont 62 chargés de mission. Les chargés de mission gagnent, selon la grille, entre 5 700 et 7 000 euros. On sait que les prochains chargés de mission auront une majoration sur ce salaire d'environ 50%. Donc voilà, ça va faire encore beaucoup, et 50 millions d'euros de déficit, des salaires à ce niveau-là. C'est ça, parce qu'on parle beaucoup de ce déficit, et aujourd'hui on voit que beaucoup de cet argent passe dans le paiement des salaires. Effectivement, alors après que les gens soient bien payés, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut voir aussi le résultat. Est-ce que vraiment, derrière, on a 40% d'efficacité en plus, 54%? Voilà, c'est surtout ça qui est un peu... qui interpelle. C'est que les salaires les plus bas à Mayotte sont 54% au-dessus de la moyenne des plus hauts en métropole. Donc effectivement, est-ce qu'en termes de résultats, on est à ces niveaux-là? On se permet d'en douter actuellement. En tout cas, voilà, ce sont des chiffres qui font beaucoup réagir, notamment lorsqu'on sait aussi que 84% des personnes sur le département vivent sous le seuil de pauvreté, et que c'est le plus gros employeur du département, le conseil départemental. Donc effectivement, on pourrait se dire aussi, ça peut lancer l'économie. Mais bon, voilà, aujourd'hui, il faut surtout peut-être juger sur l'efficacité de ce conseil départemental. On va voir, est-ce que cette réorganisation, elle va aussi dans ce sens? C'est-à-dire qu'il y a des salaires qui sont relativement élevés et qu'il va falloir réorganiser, parce que c'était peut-être mal organisé, et qu'aujourd'hui, en réorganisant, on va pouvoir aller de l'avant et pouvoir bien organiser les services et puis avancer. En tout cas, c'est ce qu'on espère, mais c'est vrai que ces chiffres interpellent beaucoup, surtout lorsqu'on compare avec d'autres départements. On avait souvent parlé de dégraisser la masse salariale. Est-ce qu'aujourd'hui, il en est toujours question, vous pensez, au conseil départemental, Pierre? Comme je disais juste avant, en l'occurrence, là on le voit dans ce plan de réorganisation, non, pas du tout. Alors effectivement, ce sont des CDD, ces chargés de mission, donc c'est des contrats de 6 mois, donc au bout de 6 mois, ils peuvent quitter le conseil départemental, et ce sont des missions, comme leur nom l'indique. Maintenant, on a fait quelques petits calculs, et effectivement, hormis ceux qui partiront à la retraite, puisqu'il y en a qui vont partir à la retraite, qui pourraient ne pas être renouvelés, on risque quand même, c'est pas en tout cas à ce niveau-là qu'on va renflouer les caisses. On l'a vu, c'était l'octroi de mer. Maintenant, c'est un peu moins le cas, puisqu'il y a 12 millions d'euros en moins depuis la délibération de début de semaine. Donc voilà, en tout cas, c'est un chiffre qui interpelle et qui va faire beaucoup parler. Merci beaucoup Pierre pour ces précisions, et on continue. La police nationale, la PAF, la section d'intervention et la BSU ont mené ce matin une opération de contrôle d'identité dans le secteur de la zone industrielle de Kaweni. 20 hommes étaient mobilisés sur le terrain, et des contrôles automobilistes ont également été effectués. Même si des opérations similaires ont déjà été menées dans ce quartier, ce sont cette fois les multiples cambriolages commis dans le périmètre qui seraient à l'origine de ce déploiement. Reportage Akila Issouf et Leslie Dimné. Au bord des larmes, cette mère de famille ne comprend pas pourquoi son fils vient d'être arrêté par la police. Mineur, le jeune serait selon son entourage sans histoire. Rentré hier du CHM après avoir mis au monde un nouvel enfant, c'est bouleversé que la maman du jeune interpellé tente de répondre à nos questions. Et quand on interroge le capitaine de l'opération, Nathalie Aubrio, l'explication paraît simple. Chaque semaine, des opérations de contrôle d'identité sont menées à des endroits stratégiques, comme ici à Kaweni. Il y en a une vingtaine d'effectifs entre la PAF, la BSU et la section d'intervention. Ça se passe en général bien, toutes ces opérations? Oui, puisqu'on les fait essentiellement en journée, et les gens nous accueillent facilement. C'est surtout les sociétés qui sont sur la zone industrielle qui sont touchées. Voilà. Sinon les particuliers, oui aussi. Mais sinon, on est là et on ne lâchera pas le terrain. Voilà. Une opération de contrôle où 2 jeunes mineurs ont été interpellés et conduits au commissariat. Selon toute vraisemblance, les forces de l'ordre étaient à la recherche de certains individus bien précis, et les secteurs visités ce matin ne l'étaient pas par hasard.
Il y a quelques semaines, une altercation entre deux automobilistes à Tsararano se soldait par un tir à balles réelles dans la jambe de l'un des protagonistes. En effet, l'un des conducteurs policiers de son état a sorti son arme de service, blessant alors son adversaire lui-même armé d'un chombo. L'audience qui devait avoir lieu ce matin a finalement été reportée pour la seconde fois. Les explications dans ce sujet signé Shakila Essouf, Pierre Bellucci et Stevie Mné. L'affaire avait beaucoup interpellé il y a quelques semaines de cela. En effet, une altercation entre deux hommes s'était soldée par un tir à balles réelles. L'avocat du policier à l'origine du coup de feu revient sur les faits ce matin. Il s'agit d'une altercation entre automobilistes qui a donné lieu à effectivement des comportements d'une extrême violence qui n'ont pu être arrêtés que par les moyens qu'on connaît. Et on ne peut dire que ça aujourd'hui. Voilà, des précisions concernant cette affaire-là seront développées le jour de l'audience et on verra qu'effectivement il n'y avait peut-être pas d'autre moyen que celui que l'on a connu à ce moment-là. L'audience qui devait se tenir ce matin a été une nouvelle fois reportée, comme l'explique l'avocat de l'homme blessé à la jambe. L'audience n'a pas eu lieu parce que tout simplement la semaine dernière l'affaire a été renvoyée devant une formation de juge unique. Et le juge en question, il s'est rendu compte que le code de procédure pénale lui permettait de renvoyer l'affaire, vu sa complexité, devant une juridiction collégiale, ce qu'il a fait. Mais le problème, c'est que ce jour, ce juge en question, il n'a pas pu siéger. Et donc l'affaire a été renvoyée au 13 avril pour que lui, qui est le juge rapporteur qui connaît ce dossier, qu'il a étudié depuis le début, soit là pour que la chose soit jugée dans de bonnes conditions. Si le jugement n'interviendra qu'en avril, cette affaire est quelque peu particulière, puisqu'aucune partie civile n'a été constituée. En effet, le client de Maître Angilani était également armé d'un chombo au moment du tir. Il comparaît donc également comme auteur d'une infraction. Alors dans cette affaire, il n'y a pas véritablement de partie civile, on va dire, puisqu'il y a deux auteurs qui sont convoqués devant le tribunal correctionnel pour des infractions qui ont été commises. Les parties civiles, pour se prévaloir d'être partie civile, il faut avoir subi un dommage effectivement, mais ne pas être à l'origine totale de ce dommage, puisque sinon on parle à ce moment-là de tort partagé. Donc on va dire que les deux auteurs se plient aux directives de la juridiction et attendront le 13 avril tranquillement. Du côté de la famille de l'homme blessé, le sentiment est différent. Eux l'estiment victime et souhaitent que la justice cesse de reporter son verdict. D'après ce qu'on voit, on nous fait venir au jugement et ça nous fait reporter et on ne comprend rien du tout et ça nous fait du mal. On voit ce monsieur, il passe à côté tout le temps, de temps en temps, et on le voit, ça nous fait du mal à notre famille. Chacun devra encore patienter jusqu'au 13 avril pour que la lumière soit faite sur cette affaire, même si du côté du policier, une enquête en interne était également en cours. Et je vous l'annoncer au début de ce journal, Gwenaëlle Varela est avec nous ce soir, Gwenaëlle de l'association Mayotte Plage Propre. Alors Gwenaëlle, on va parler avec vous de l'action que vous menez ici à Mayotte. Donc on parle ici de nettoyer les plages qui sont inaccessibles à pied. Alors en quoi cela consiste? Alors donc en fait, nous avons un navire de charge qui peut justement accéder à ces plages qui sont difficilement accessibles à pied. Et donc nous nettoyons les plages de Mayotte. Et quelle est votre difficulté, la principale que vous rencontrez aujourd'hui? Les principales difficultés, c'est comme toujours, c'est le manque de fonds, le manque d'argent. Alors, on sait que beaucoup de nettoyages se font au niveau des plages ici à Mayotte. Et pourquoi alors ne pas vous joindre à ces actions pour pouvoir profiter des moyens qui sont mis en place? Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous avez déjà essayé de vous joindre à ces actions? Alors en fait, nous on fait quelque chose que les autres ne peuvent pas faire. Parce que les autres, c'est des bonnes volontés et c'est toujours très bien. Ils font ça souvent le week-end. Nous, le week-end, sur ces plages-là, en fait, il y a souvent des prestataires de services type safari, etc. Donc on va pas aller déranger les gens pour aller nettoyer les plages. Donc nous, en fait, on est surtout concentrés la semaine et sur ces plages difficilement accessibles. Après, nous avons aussi pris contact avec une association Île Propre, c'est lui en fait qui s'occupe de chapeauter toutes les associations ensemble. Mais j'avoue qu'au jour d'aujourd'hui, on l'a vu une fois et depuis, on n'a
pas eu trop de nouvelles, quoi. Donc on va relancer la machine. On va aller voir beaucoup de monde pour justement avoir un peu plus d'aide et aussi des fonds. Alors, quand vous parlez de moyens, manque de moyens, en quoi vous manquez de moyens? Moyens humains, moyens financiers? Alors, moyens financiers surtout. Après, forcément humains aussi, mais ces gens, on voudrait en fait les professionnaliser, donc leur donner un salaire tous les mois. Donc forcément, ce qui veut dire qu'on est obligé d'avoir de l'argent pour pouvoir leur payer leur salaire. Même s'il y a des aides de l'État qui prend en charge jusqu'à 95% de leur salaire, il faut quand même avoir suffisamment d'argent pour payer leur salaire. En plus, nous, le bateau, on le loue. Donc, il y a aussi les charges de fonctionnement du bateau. Donc, les démarches que vous avez faites jusqu'à maintenant, c'est auprès de l'État? Alors, au départ, on a effectivement s'est centré sur les services de l'État pour effectivement avoir les fonds européens. Donc nous avons été voir la préfecture, nous avons été voir la DEAL, nous avons été voir la DAF. Nous avons aussi, la DAF avait fait un appel à projet, donc on a répondu à cet appel à projet. Au début, on était éligible et arrivé à la fin, on n'était plus éligible. Je ne sais pas pourquoi, mais on a préféré concentrer notre énergie à autre chose. Donc on a laissé tomber ce projet. Et donc après, on s'est concentré essentiellement sur les fonds privés qui étaient beaucoup plus généreux que les autres. Et là, clairement, ce soir, votre message, Gwenaëlle? Alors je voudrais avant tout remercier ceux qui ont cru en nous et qui nous ont apporté les fonds. Donc il y a l'EDM, Rotary Club Hippocampe, La Poste et Aéroport de Mayotte. Voilà, c'est surtout eux que je veux remercier parce que grâce à eux, nous avons quand même réussi à faire 13 sorties. Nous avons ramassé 195 sacs de 100 litres sur les plages et nous étions que 2. Voilà. Alors aujourd'hui, le message, Gwenaëlle, que ce soit pour des bénévoles Alors nous, ce qu'on aimerait, c'est des bénévoles, mais qui soient libres en semaine, et surtout des sponsors privés pour nous aider à fonctionner tout simplement, quoi. Donc il faudra contacter Mayotte Plage Propre pour un éventuel partenariat. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce mercredi 9 mars. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Malgré la crise qu'elle traverse actuellement, la société immobilière de Mayotte reste le plus gros bailleur de fonds de l'île. Société d'économie mixte, ses actionnaires sont l'Agence française de développement, la mairie de Mamoudzou, le conseil départemental et la chambre des métiers et de l'artisanat. Or, selon une communication du ministère des Outre-mer, l'État devrait céder ses parts à la Société nationale immobilière, filiale de la Caisse des dépôts et consignations. Plusieurs raisons sont ainsi avancées pour expliquer ce désengagement. La complexité financière et juridique de ces sociétés d'économie mixte, mais aussi la mission d'intérêt général dévolue à la Caisse des dépôts. Cette dernière pourrait donc à terme orienter la construction des logements sociaux en fonction de la politique gouvernementale et non plus locale. L'État renforcerait ainsi sa présence en se retranchant derrière la Société nationale immobilière, premier bailleur de France. Un récent rapport d'analyse révélé par France Mayotte Matin et effectué par le laboratoire Labocea indiquait la présence de 2 souches de salmonelle dans les aliments produits localement, mais fort heureusement ni dans les œufs ni dans la chair animale. La DAF détiendrait une grande part de responsabilité dans cet état de fait, puisque l'unité de production d'aliments pour volailles Equali Nutrition Animale ne bénéficierait d'aucune certification ISO et ne respecterait pas les normes sanitaires en vigueur, rendant la traçabilité des matières premières importées impossible. Suite à l'article paru le 7 mars dernier, la préfecture a jugé bon d'envoyer un communiqué qui ne fait que confirmer les informations contenues dans le papier. En effet, le communiqué précise que par mesure de précaution, des prélèvements complémentaires pour déterminer l'origine de la contamination ont été réalisés dans l'élevage et à l'usine d'aliments par les services de l'alimentation et ont été envoyés au laboratoire national de référence. Les habitants de la commune de Mtsamboro n'en reviennent pas. Quelle n'a pas été leur surprise de découvrir hier matin que les manutentionnaires occupés à décharger un conteneur devant le domicile de leur maire étaient en fait des agents du service technique de la commune. De plus, comble de la malchance, le camion assurant le transport a percuté une voiture de la mairie, l'envoyant finir sa course dans le caniveau. La carrosserie du véhicule est endommagée et les administrés se demandent aujourd'hui si le premier magistrat de la commune financera les réparations nécessaires sur ses propres deniers ou si ces frais seront prélevés sur les fonds publics.
Est-il besoin de rappeler que ces pratiques sont totalement illégales ? Pour l'heure, les agissements du maire de Mtsamboro ont été filmés et les images postées sur les réseaux sociaux suscitent une indignation bien légitime. Et enfin, lors de la séance plénière de lundi dernier, une mesure prise en faveur de la protection de l'enfance est passée presque inaperçue. Et c'est Issa Abdou Issa, le 4e vice-président chargé de l'action sociale, de la solidarité et de la santé, qui a fait voter ce rapport adopté à l'unanimité. Cette mesure permettra aux associations susceptibles d'accueillir un public bénéficiaire de l'aide sociale à l'enfance de signer des conventions d'habilitation. Une habilitation nécessaire pour celles qui souhaitent prétendre à l'obtention du Fonds social européen. Un reportage à Adèle Laurent. Mayotte rencontre de nombreuses difficultés dans le domaine social. En effet, la situation du territoire, en particulier la précarité des populations, couplée à un retard de développement des services sociaux, font que les besoins sociaux de Mayotte s'accentuent, en particulier au niveau des jeunes en errance et des mineurs isolés. Pour pallier à cela et pour permettre aux associations de mieux répondre aux besoins de ces jeunes, le conseil départemental, par la voix de Issa Abdou, a voté à l'unanimité une mesure permettant aux associations d'être habilitées à postuler au Fonds social européen. 4 associations seront pour le moment signataires de cette convention. Il s'agit des associations Tama, Solidarité Mayotte, la Croix-Rouge française et Auteuil Océan Indien. Cette dernière est spécialisée dans la scolarisation, la formation et l'éducation des jeunes en difficulté. Antoine Duhaut nous en dit plus sur ce que pourrait apporter cette mesure. Dans un premier temps, c'est une reconnaissance du travail qui est effectué par les équipes et on va dire que on peut que se féliciter de l'avancée, on va dire, en termes de protection de l'enfance avec ces habilitations. Il y a eu une première étape avec la création de l'OPEMA, donc l'Observatoire de la protection de l'enfance de Mayotte. La deuxième étape, c'est les habilitations. On attend maintenant le schéma départemental qui ira avec et puis ensuite se posera la question des appels à projets pour pouvoir créer des nouvelles structures permettant d'accueillir les enfants en difficulté. Et ça va changer sur les conditions de travail et d'accueil des jeunes, avoir des moyens supplémentaires afin de mieux accompagner afin que nos équipes accompagnent mieux les jeunes. L'aide sociale à l'enfance sans habilitation, sans schéma départemental, sans tarification ne peut pas exercer l'ensemble de ses missions et donc on va dire que c'est les premières pierres qui sont en train d'être posées en termes de protection de l'enfance à Mayotte. Une mesure qui fait donc avancer l'aide à l'enfance sur l'île aux parfums. En ce qui concerne le volet social de la Croix-Rouge, représenté à Mayotte par Henri Michel, ces fonds européens permettraient de prendre en charge plus de jeunes en difficulté et d'engager du personnel pour un suivi encore plus qualitatif. Mais la priorité reste la création d'un centre d'accueil. Pour nous, la première urgence, c'est de mettre en place un foyer d'accueil, d'évaluation et d'orientation pour tous ces jeunes, en particulier, donc la plupart pour l'instant sont mineurs. Voilà, de telle façon à ce qu'on sache quels sont les dispositifs complémentaires à mettre en place en termes d'accueil dans des familles, de dispositifs, par exemple pour des fratries, pour des petites familles, voilà, tout ce qui peut permettre de faire en sorte que le développement de ces enfants ne soit pas compromis malgré la situation compliquée pour eux sur ce territoire. C'est une priorité pour Mayotte, c'est une priorité, je pense, pour l'État de ne pas laisser perdurer une situation, mais c'est aussi, on sait aujourd'hui, une nouvelle volonté politique du département de reprendre ses compétences et de se donner les moyens d'arriver à mettre en place tous les dispositifs de protection de l'enfance à Mayotte. Et on partage son optimisme en espérant qu'on sera aussi des accompagnateurs de ces dispositifs. Une avancée pour l'aide à l'enfance, mais aussi pour Mayotte. Cette habilitation donnant un accès aux associations concernées aux fonds européens permettrait donc un meilleur accompagnement de ces jeunes en errance, de ces mineurs isolés, trop nombreux à être en situation de précarité. Une prise en charge en voie d'amélioration qui entraînera probablement une baisse de la délinquance sur le département. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée à 21h sur KTV et à retrouver également sur OM5. À la suite des programmes avec Ornella Perrine pour la météo. À suivre juste après l'invité du temps de parole, Charouman Chamassi, délégué départemental du syndicat Synergie. Il était ce matin au micro de Patrick Mian que vous retrouverez demain dans la matinale. Et prochain rendez-vous avec l'information en radio demain dans la matinale avec le journal présenté par Pierre Bellucci. Excellente soirée à vous sur KTV.